Monsieur le maire, on est à la mairie de la Farlède, à l'hôtel de ville. Parlez-nous de cette ville, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Ça représente ma vie, puisque mes parents s'y sont mariés, s'y sont installés. Ma mère est depuis plusieurs générations farlédoise. Mes grands-parents avaient d'ailleurs tenu le cercle de la fraternité dans les années 50, 60, 70. Qu'est-ce que c'est? Le cercle de la fraternité, c'est un écrin au centre du village, c'est un lieu un peu symbolique, qui est une association où les gens aimaient se retrouver simplement pour passer du temps ensemble, jouer aux boules, jouer aux cartes, prendre part à des repas. Et c'est toujours d'ailleurs un lieu de vie privilégié pour les Farlédois, auquel on tient beaucoup. Du côté de mon père, on est plutôt carquiranais, pêcheur, poissonnier, et effectivement, c'est le mariage de mes parents qui a permis de s'ancrer à la Farlède. Voilà. Donc ils se sont mariés ici, c'était en quelle Oui, année? c'était en 1971, sous le mandat de Roger Mistral, qui était un grand maire de la Farlède, qui avait notamment déployé la zone économique dans les années fin 60, début 70. Et vous êtes né ici? Alors je suis né à Hyères, la clinique de l'Espérance, mais effectivement, au bout de 3 ou 4 jours, j'étais farlédois. Ok, donc ça fait quelques années. Ouais, ça fait quelques que vous années. êtes là. Oui. Et vous êtes allé à l'école ici? Alors j'ai fréquenté effectivement toutes les écoles. La vieille école maternelle, bien sûr, qu'on va malheureusement devoir démolir de par sa constitution qui n'était pas un bâtiment pérenne, et qu'on va remplacer avantageusement tout de même. Mais du point de vue affectif, c'est vrai que ça fait de la peine à beaucoup de Farlédois qui l'ont fréquenté. Puis l'école élémentaire, et enfin le collège qui à l'époque n'était pas à la Farlède mais à Solespont. Ah oui. Voilà. Parce que la Farlède, c'est un ancien Soliès, ai-je appris? Absolument. Soliès, je ne sais plus. Alors c'était le seigneur de Soliès, les Forbins, qui dirigeait finalement ce territoire avec, comme le voulait l'époque, le seigneur et puis les paysans, les vassaux qui travaillaient pour lui. Et la Farlède était une terre à cultiver, qui était un peu le grenier de ce territoire. Et ce n'est qu'au début des années 1800 que la Farlède a pris son indépendance, devenue Solès-Farlède dans un premier temps, puis la Farlède. Racontez-nous votre enfance ici. Qu'est-ce qu'on fait quand on est enfant et qu'on est de la Farlède? Alors on peut faire du sport. Alors bien sûr à l'époque, c'était tout de même il y a pratiquement 40 ans, on n'avait pas des installations sportives extraordinaires, on avait un vieux stade qui lui aussi était très attachant mais pas très confortable et pas très sécurisant, sur lequel on pouvait jouer au football. Donc j'ai joué au football, on avait un ancien boulodrome qui m'a permis aussi de démarrer ma petite carrière bouliste, qui m'a fait connaître quelques belles histoires de ma jeunesse. Et puis on n'avait pas de gymnase, par contre, donc forcément on avait une offre sportive un peu réduite, ce qui contribuait tout de même à permettre de connaître davantage de monde, puisqu'on était presque obligés de faire la même chose à ce moment-là, tous. Voilà. Donc vous jouez aux boules? Oui. Ouais, vous êtes allé loin? Alors je suis allé loin, j'ai eu la chance de jouer avec des bons joueurs, dont un excellent qui a été pendant longtemps le meilleur joueur du monde, Henri Lacroix. Et on a joué presque 10 ans ensemble dans les catégories de jeunes, et puis ensuite il a pris son envol, puisque forcément, un peu comme des grands footballeurs dans les centres de formation, ils sont ensuite recrutés par des grands clubs et ils font leur carrière, mais ça m'a permis de vivre de très bons moments. On a été champion de France en jeunes ensemble, avec aussi Hervé Agara. Et ça m'a fait connaître de très très belles expériences, puis c'est très enrichissant du point de vue humain aussi. Pourquoi? Parce qu'on apprend sur soi-même, on connaît des moments de pression avec la compétition, on apprend à surmonter ses appréhensions, on apprend à lutter contre l'adversité, on a aussi des réflexions stratégiques, et puis on se lie d'amitié avec ses coéquipiers, parfois aussi avec ses adversaires, parce que les boules, c'est davantage la convivialité plutôt que l'adversité tout de même. C'est ce qu'on connaît, nous, des boules, c'est la conviviale. Oui. Vous arrivez aujourd'hui à jouer en toute détente avec vos amis? Alors malheureusement, je n'ai plus trop le temps. Et puis pour tout vous dire, c'est un peu agaçant de ne plus jouer au même niveau, parce que pour jouer à un bon niveau, comme dans toutes les activités sportives, il faut tout de même s'entraîner, jouer le plus souvent possible, et effectivement, c'est assez frustrant de ne pas pouvoir donner le meilleur de soi-même. Donc j'ai du mal à y jouer 1 fois ou 2 par an, j'essaye de le faire tout de même, mais évidemment, c'est en toute humilité. Vous avez des frères et sœurs? Non, j'en ai pas eu malheureusement, parce que ma mère a connu un accident à la naissance. J'aurais dû avoir une sœur aînée qui est morte née au moment de l'accouchement, une erreur du gynécologue, qui n'a pas vu qu'elle s'étouffait avec le cordon. Ma mère a été traumatisée par ça, peut-être que ça a joué aussi au moment de sa grossesse, et que quelque part ça
Ça m'a aussi donné quelques traits de personnalité, je ne sais pas, peut-être une petite anxiété, peut-être une appréhension. Mais voilà, je n'aurais pas dû être fils unique, je n'étais pas prévu pour ça. Et j'ai grandi avec. Ça m'a manqué, bien sûr, de ne pas avoir de frères et sœurs. Ça manque toute une vie, mais en même temps, écoutez, j'ai une relation privilégiée avec mes parents, et puis avec ma mère qui est toujours en vie et que j'adore. Mon père, malheureusement, est décédé il y a environ 25 ans maintenant. Ça a été un traumatisme pour elle et pour moi, et on fait avec depuis tous les jours, mais bien sûr qu'il nous manque. Oui. Ouais, vous êtes un duo assez solide, je pense. Oui, voilà, par la force des choses, effectivement, on a dû faire face aux aléas de la vie qui nous ont confrontés à la maladie et au décès de mon père. Et il a fallu qu'on s'accompagne mutuellement. Parce que moi, j'étais un jeune adulte. J'étais pas encore vraiment... J'avais un peu moins de 23 ans quand on a appris qu'il allait décéder. Et puis j'avais 23 ans quand il est décédé, effectivement. Et ça a été terrible parce qu'on se sent encore, bien sûr... dépendant de ses parents, on a besoin de leur protection, on a besoin d'un père pour à la fois la protection et le défi, pour lui prouver des choses. Ça va manquer, depuis ça va manquer évidemment de ne pas avoir à la fois ses avis, ses conseils, mais aussi finalement de ne pas pouvoir lui prouver ce que j'aurais... Ouais. Oui, tu es le père symboliquement. Ouais. C'est important pour les jeunes hommes, je crois. Bien sûr. De dépasser son père. Alors c'était pas l'objectif. Moi mon père, j'avais une admiration pour lui. C'était quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui était très intelligent et pour qui j'avais beaucoup de sentiments. Mais on était aussi un peu pudique, oui. Et on se l'est jamais dit. Lui, il avait une façon de ne pas me montrer justement ses sentiments, qui pour un adolescent ou un jeune adulte peuvent être un peu frustrantes, comme démonstration ou manque de démonstration. Et depuis, c'est des regrets, évidemment, de ne pas pouvoir changer les choses et de devoir vivre avec ça. Ouais. Donc vous gardez un peu de regret là-dessus, oui. Ce qu'on comprend, bien sûr. Ça veut dire que vous avez une enfance assez légère, assez heureuse, oui. On l'imagine dans ce village, oui. Cette ville qu'est la Farlède. Et par contre, le début de l'âge adulte, assez grave. Vous deviez être un jeune adulte assez grave. Oui, j'ai été mis face à des responsabilités auxquelles je ne m'attendais pas. Et j'aurais aimé n'avoir à les affronter que bien plus tard. J'ai dû en même temps affronter l'éloignement aussi, puisqu'il a fallu que je prenne mon premier poste à Paris, quasiment dans le même timing. Et tout cela m'a forcément fait grandir. Et effectivement, m'a donné un air peut-être plus grave que je ne l'aurais eu si les choses s'étaient déroulées de façon un peu plus classique. Qu'est-ce que c'est votre formation? Vous avez fait des études de quoi? Je voulais faire médecine. Et puis c'est mon père qui était encore en bonne santé et qui travaillait beaucoup, qui était commerçant, qui travaillait tous les jours de la semaine. Et puis un commerçant, lorsqu'il n'est pas face à ses clients, il fait de la comptabilité, il fait des achats. Et puis il a l'esprit qui est rarement libre. Il m'avait dit, mais tu sais, la vie, c'est avant tout de profiter de sa famille. Si j'ai un conseil à te donner, ce que moi, je n'ai pas pu faire parce que je me suis engagé dans une voie, c'est de trouver une profession qui te permette d'avoir du temps pour les tiens, d'avoir du temps pour tes loisirs. La vie passe très vite. Il avait déjà ce discours avant de savoir qu'il était malade. Donc moi, je te conseille de privilégier tout de même la qualité de vie. Il m'a dit, médecine... tu vas pas voir le jour. On avait des exemples très parlants à la Farlède de docteurs très connus, très appréciés, dont le docteur Abrine, qui était l'ancien maire du village, mais aussi le docteur Dromard, qui étaient des docteurs particulièrement aimés, mais qui n'avaient quasiment pas de temps pour leur temps personnel, leur temps privé. Et il m'a dit, mais moi je te conseille de viser autre chose et sois moins ambitieux. Il m'avait donné un exemple. Il m'a dit, mais écoute, moi je trouve que les profs de PS, c'est des gens qui sont heureux. C'est un grand écart. C'est des gens qui sont... Il m'a dit, prof, à l'époque, il y a presque 30 ans maintenant, il y a 30 ans, en 94 le bac. Prof, c'est un métier qui te permet d'avoir une vie de famille normale, ça te permet d'acheter ton logement, de partir en vacances, d'avoir une voiture, tu auras un temps de congé important. Écoute, moi Et puis ça m'a trotté dans la tête, pour une fois, j'ai écouté mon père et je me suis dit, je vais présenter le concours d'entrée dans les UFR STAPS. Et je me suis retrouvé en Alsace à 18 ans. Pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'il y avait des concours d'entrée. Ok.
Donc j'ai échoué le concours d'entrée à l'UFR STAPS de Nice. Les critères de sélection ne me convenaient pas parce que c'était 100% sportif. Et face aux athlètes de haut niveau, je n'étais pas concurrentiel, en tout cas pas assez. Malgré votre très beau parcours de bouliste. Et oui, mais là on était... Ouais. Bon, j'étais un peu footballeur aussi, mais c'était toujours des niveaux régionaux, on va dire. Alors que là on était confronté à des gens qui avaient des performances nationales. Donc quand c'était purement sportif, je ne pouvais pas les challenger. Et par contre, Strasbourg misait davantage sur le parcours scolaire avec un mix sur les performances sportives et ça m'a permis de rentrer dans cette fac. Et par chance, c'était une excellente faculté qui m'a permis de franchir certains paliers que je n'aurais peut-être pas franchis dans les universités du coin et qui m'ont donné une formation qui, avec le recul aujourd'hui, m'a beaucoup servi dans énormément de domaines. Vous aviez une spécialité du coup en sport ? Alors moi j'étais footballeur davantage, mais après la formation de l'UFR STAPS demande une certaine polyvalence, donc il faut se confronter à des activités qui ne vous sont pas forcément familières. Parfois même c'est un peu rigolo quand on doit se lancer dans un apprentissage de la danse ou de la gymnastique. Voilà. Bon, bah ça n'a pas forcément laissé des souvenirs impérissables à mes formateurs lorsque j'y suis passé, mais en tout cas ça permet de mieux les comprendre, ces activités, et puis de mieux les enseigner. On n'a pas besoin d'être un sportif de haut niveau dans toutes les activités pour les enseigner, par contre il faut les vivre, il faut être capable de les expliquer, d'en connaître les obstacles. Alors ça donne quoi un Varois en Alsace ? Alors on était, pour vous remettre dans le contexte, on était en 94, j'y suis resté 2 ans. En cours de première année, on apprend que Toulon passe Front National. Donc quand je suis arrivé en Alsace, j'étais le petit sudiste sympa avec l'accent du sud, avec tous les préjugés qu'on peut avoir sur les sudistes, dans des régions où on est un peu condescendant, je trouve, parfois. Okay. Donc on présume qu'intellectuellement, ça vaut pas le terroir local, on présume qu'on est un peu superficiel, parce qu'on dit souvent ça des gens du sud. Donc ça fait partie des préjugés qu'il a fallu affronter. Voilà. Bon, j'avais pas le temps de les combattre, mais enfin, en tout cas, je les ai ressentis. Et puis ça bascule parce que effectivement, on connaît des gens, on apprend aussi à se faire connaître et on se lie d'amitié. Il y a des gens que j'ai toujours dans mon répertoire, que j'ai la chance d'avoir de temps en temps au téléphone, et qui viennent de toutes les régions, parce que je n'étais pas le seul expatrié en Alsace à ce moment-là. Et puis je vous dis, cet épisode, ça m'avait marqué le Front National, parce que même n'étant pas toulonnais, mais faire les doigts, mais j'étais varois et j'étais toulonnais finalement dans l'esprit, puisque quand on est dans une ville autour de Toulon, on aime Toulon. On aime le RCT, on aime ce territoire, et donc il a fallu que je réponde à des questions, mais qui ne me semblaient pas être légitimes, quoi. J'avais à expliquer pourquoi le Front National avait gagné à Toulon. Et c'était une honte absolue à ce moment-là, parce que le Front National, à cette époque, c'était des idées qui étaient encore assez virulentes et que je n'incarnais pas de toute façon. Donc c'était quoi votre poste au foot ? Alors moi je jouais milieu de terrain. Ok. Voilà. Ça vous ressemble bien, ce poste ? C'était le travailleur qui effectivement devait courir beaucoup, arracher des ballons et les rendre propres. Donc pourquoi pas, ouais. Ça vous pourquoi pas, j'espère. Ouais. J'espère. Alors on devine que vous avez eu une jeunesse assez fougueuse parce que vous avez encore la marque d'une boucle d'oreille. C'est vrai, alors vous êtes observatrice. Et j'avais fait une expérience qui avait duré quelques mois où j'avais mis un anneau, c'était un peu la mode, un petit anneau à l'oreille. Et puis je m'étais rendu compte que finalement ça m'allait pas trop, quoi. Ah bon ? Voilà. Donc au bout de quelques mois, je l'avais enlevé. Donc les trous se rebouchent en profondeur, pas en superficie. Voilà. Mais c'est vrai, bien vu. Ouais, mais j'avais besoin un peu de me démarquer sans doute. Ouais. J'ai toujours une image très classique, donc c'était ma façon de me révolter contre ça peut-être, je sais pas. Donc vous avez passé le concours pour enseigner le sport ? Voilà, donc la 3e année, à l'issue de la 2e année, je vous avoue quand même que le climat était pesant. On n'avait pas encore les effets du réchauffement climatique en Alsace, donc il faisait -20, -22 degrés en campagne, là où j'habitais. Je vous avoue, quand on est dans le sud et qu'on en vient, ne pas voir le soleil pendant 6 mois, c'est compliqué. Et puis il y a quand même une mentalité très fermée où j'y reviens pas, mais on ne se sent pas tout de suite adopté tout de même. Donc j'étais pressé d'entrer. On me l'avait déconseillé pour des questions de niveau de formation, parce qu'à l'époque, l'université à Nice avait une réputation un peu plus superficielle. Je vous avoue que par faiblesse, j'ai préféré y aller quand même. Voilà. Donc je me suis retrouvé en 3e année à l'UFR STAPS de Nice,
pour lequel j'avais échoué le concours d'entrée finalement. Et puis j'y ai fini ma formation. Donc j'ai passé le concours, le CAPEPS, le certificat d'aptitude au professeur d'éducation physique et sportive en 98, une année de stage dans le Var. Puis après le départ pour la région parisienne, ça c'est un classique. Oui. J'ai eu la chance de n'y faire que 2 ans et je suis rentré donc en 2001 à nouveau sur le territoire. Alors pour rentrer plus vite, il fallait que j'accepte un poste de titulaire mobile. Donc pendant presque 20 ans, j'ai été titulaire mobile dans le secteur de Toulon et aux alentours de Toulon. Voilà. Dans la foulée de mon retour, j'ai passé le concours de l'agrégation, qui permet d'avoir un niveau de formation un peu plus élevé. Et j'ai eu la chance de l'obtenir et du coup, j'ai pu faire ma carrière de professeur de PS agrégé. Voilà. Et vous étiez alors sur quels établissements du coin mythiques? Alors j'ai longtemps été rattaché et j'y ai souvent travaillé au lycée du Mont-d'Urville, à Toulon, et qui est un excellent lycée avec des installations sportives qui à l'époque était particulièrement renommé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elles se sont dégradées. Il y a des débats dans les journaux sur les problèmes qu'ils rencontrent avec les gymnases et les piscines, mais c'est un problème général. Ça coûte tellement cher d'entretenir les installations aujourd'hui qu'effectivement, on attend parfois un peu trop longtemps qu'elles se dégradent. Et puis, j'ai eu la chance de faire un remplacement à 2 reprises au lycée Langevin à la Seine, qui est un peu plus loin, mais j'y ai trouvé une équipe sympathique, un environnement qui m'a plu. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Je m'y suis senti bien et donc je me suis posé il y a 3 ans et j'ai décidé de demander le poste fixe, parce que j'avais un gros barème du coup de points qui permettait de décider à peu près du poste fixe où je voulais atterrir, et surtout que c'était concomitant de mon élection en tant que maire au sein du conseil municipal, donc il fallait que j'ai un poste fixe. Donc là, concrètement, vous travaillez? Je travaille, oui, mais pas à plein temps. J'ai un crédit d'heures d'absence, donc c'est un régime qui permet aux élus de ne pas travailler pleinement. Ça peut aller jusqu'à 50% d'absence. J'en fais usage, ce n'est pas rémunéré. Okay. Le rectorat d'ailleurs ne l'a pas oublié, hein, je rassure tout le monde. Mais du coup, j'ai du temps qui se dégage pour le mandat, mais effectivement, il y a 2 jours dans la semaine où je vais au lycée pour faire mes heures, et je trouve que ça m'apporte un certain équilibre, de me dégager de temps en temps de cette pression qui est permanente finalement, hein, de devoir répondre aux attentes des administrés, qu'ils soient habitants, commerçants, chefs d'entreprise, employés municipaux. Ça me permet d'avoir des bulles d'air. Mais ça, je m'en rends compte après, du point de vue psychologique, ça apporte un certain équilibre, mais c'est surtout inévitable du point de vue financier. Hein. Je ne pouvais pas me permettre de vivre que de mes indemnités d'élu. Je n'ai pas une grande ville, je n'ai pas de mandat complémentaire dans un établissement public comme la région ou le département qui effectivement permettent aux élus de s'adonner pleinement ensuite à leur carrière politique. Donc je suis dans une situation qui est une situation mixte. Donc l'enseignement, c'était pas tout à fait votre idée de départ? Non. Et en quoi vous y trouvez votre compte? Pourquoi ça vous plaît? J'aime l'humain. Quand vous enseignez, si vous n'avez pas l'humain, avec toute sa complexité, sa variété, vous êtes très vite dans une impasse. Il y a des gens qui sont très brillants dans leur cursus et qui sont en souffrance dans leur travail parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas faits pour... et ça, c'est une nature, on ne peut pas leur reprocher, qu'ils ne sont pas faits pour travailler avec l'humain. Donc il faut aimer les gens. En l'occurrence, là, on est avec des adolescents de 15 à 20 ans au lycée. Hein. On a besoin d'être compréhensif, d'être humaniste pour pouvoir exercer dans ce métier-là, d'être tolérant. Sinon, effectivement, on est en échec. Voilà, donc ça, je ne le savais pas forcément au départ non plus. Mais je me suis rendu compte que j'avais besoin d'avoir ce contact et ce sentiment d'utilité auprès du public. Est-ce que vous avez souffert des préjugés sur les profs de sport, profs de PS? Mais bien sûr. Est-ce que vous avez souffert ça? Vous êtes quand même agrégé, vous avez quand même un niveau d'études important. C'est vrai qu'il y a une caricature hein, du prof de PS qui reste encore, qui demeure dans l'esprit des gens. C'est forcément, pour certaines personnes, quelqu'un qui est moins intelligent qu'un professeur dans une autre discipline, qui souffre comme le professeur de musique ou comme le professeur de dessin, du côté moins noble de sa discipline dans le regard des gens. Oui, effectivement, il peut y avoir des préjugés. Écoutez, moi je préfère ne pas y répondre par les mots, mais par les actes. Oui. Hein, voilà, écoutez, s'il y a des gens qui pensent que je suis en souffrance en termes d'élocution, d'écriture ou de débat, écoutez, je suis tout à fait ouvert à leurs critiques.
et je suis prêt à les affronter. Oui. Ça fait quand même pas mal de préjugés que vous avez dû combattre dans votre parcours. Et je suis fils de poissonnier en plus, vous voyez. Oui. Donc ça aussi, quand on est fils de poissonnier, qu'on n'est pas fils d'un grand chef d'entreprise, Oui. on a aussi forcément quelques a priori à combattre. Et j'en souffrais plus pour mon père que pour moi d'ailleurs, parce que mon père était quelqu'un de très intelligent. Et j'avoue que ces préjugés-là, j'ai été confronté assez tôt. Oui. Votre maman, elle travaillait ? Ma maman aidait mon père. C'était l'époque, effectivement, où les conjoints aidaient les artisans commerçants de façon non reconnue. Oui. Donc là aussi, ça a été une difficulté pour ensuite lui permettre d'avoir une carrière professionnelle, une petite retraite, car elle était dans l'ombre de mon père, forcément. Bien sûr. Et vos élèves, alors, ils savent que vous êtes maire de votre commune ? Avec les réseaux sociaux, on ne peut rien cacher. Voilà. En général, le suspense dure quelques semaines. Et puis, il y en a toujours un qui fait une recherche avec le nom et le prénom, c'est très facile à trouver. Et puis, au bout de... Voilà, en général, c'est au mois d'octobre, quand on me dit « Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites autre chose à côté ?» Alors là, je sais que... Évidemment, je ne pourrais pas cacher les choses plus longtemps, donc je n'ai pas à leur dire, c'est eux qui m'en parlent, mais c'est plutôt un moment sympathique, parce qu'ils me posent des questions, évidemment, ils veulent savoir comment ça s'est passé, en quoi ça consiste, un peu les mêmes relations que j'ai avec mon conseil municipal des jeunes, où lorsque je visite une classe dans les écoles, ils ont cette curiosité, et c'est bon signe, parce que ça peut aussi... finalement susciter un engagement ultérieur et démontrer aussi que les élus, c'est aussi des gens qui ont un statut modeste, qui travaillent, qui ne sont pas connus, qui œuvrent pour l'intérêt général, pas que les élus people que l'on connaît au niveau national et qui pour certains ont une activité tout à fait louable, pour d'autres qui ont généré peut-être des a priori négatifs. Et vous, alors l'engagement, ça arrive quand ? Alors, je me suis toujours intéressé à la vie collective de la Farled. Quand j'étais jeune, on va dire au niveau associatif, bien sûr, dans le cadre du club de football, où j'ai été éducateur, dans le cadre du club de boules aussi, où j'ai fait partie du bureau. Et puis, effectivement, j'avais des parents qui étaient plutôt bien connus à la Farled et je pense pouvoir dire qu'ils étaient appréciés, et ma mère l'est toujours. Donc forcément, quand on est leur enfant, on a plutôt un avis positif de la part des élus du village, de la part du médecin, de la part des chefs d'entreprise ou des commerçants. Et il s'est trouvé que Raymond Abrine, qui était le médecin de famille le plus connu, même s'il y en avait d'autres et qui font un travail formidable, c'était lui qui avait l'activité la plus ancienne et la plus répandue à ce moment-là, s'est présenté à l'élection municipale de 2008. Donc il avait décidé cela en 2005, environ 3 ans avant, parce que l'élection devait avoir lieu en 2007. Elle a été décalée parce qu'il y avait les élections présidentielles à 2008. Et donc il a constitué sa liste à ce moment-là, et effectivement, il est venu me voir tout de suite, en me disant qu'il souhaitait m'avoir avec lui sur sa liste, me confier des missions, travailler avec moi sur le programme, parce qu'il avait probablement vu en moi un certain potentiel. Et j'associerai à Raymond Abrine Jacques Astier, qui était un élu aussi adjoint des anciennes mandatures municipales, et qui me connaissait très bien, et qui effectivement, avec Raymond et moi, Jacques Astier, constitué ce noyau de départ, qui nous a permis de constituer une liste, un programme. On a été un peu empêché pendant quelques mois parce que Raymond Abrine avait dû lutter contre une maladie qui a failli d'ailleurs l'empêcher de se présenter, et il nous a donné quand même le feu vert un an avant l'élection. On a pu finir le travail. Il y a eu une élection qu'on aurait pu perdre parce qu'elle a été très serrée. Il y avait 5 listes, mais il y avait surtout une deuxième qui était très compétitive avec beaucoup d'élus sortants, et les choses se sont jouées à très peu de voix, 150 voix au premier tour, 300 au deuxième. C'est pas grand-chose au niveau d'une commune qui à l'époque faisait 8000 habitants. On est passé, du coup ça change beaucoup de choses forcément, puisqu'ensuite ça vous met le pied à l'étrier, alors vous vous retrouvez dans une fonction que vous méconnaissez, vous en avez quelques
quelques éléments, quelques impressions, des postures d'anciens élus, et puis vous êtes lâché dans le grand bain, donc vous rencontrez le personnel. Alors moi j'étais dans la délégation des écoles, du sport, de la jeunesse. C'est bizarre ça. Pourquoi on vous a Eh oui, je ne sais pas pourquoi on m'a mis dans ce moule-là, hein. C'est vrai que dans un premier temps, on vous met d'abord dans votre milieu et votre formation initiale. Quel âge vous avez en 2008 ? En 2008, j'avais pas tout à fait 32 ans. Ouais. On vient vous chercher parce que vous êtes jeune, parce que vous connaissez bien ce territoire. Oui. Ben, quand on constitue une liste, on va chercher des gens qui effectivement sont un peu symboliques, apportent des voix. Donc comme je vous l'ai dit, mes parents ont une bonne image. Donc je pense que c'était plutôt ce côté-là au départ. Et puis ensuite pour le CV, pour avoir une mission ou un rôle, donc je devais remplir ces cases-là, probablement dans la tête de Romain Brune et de Jacques Assier. Oui, voilà. Bien sûr, donc ça se comprend. Et du coup, quelle est votre vision commune à l'époque ? C'est-à-dire pourquoi vous vous présentez ? Qu'est-ce que vous avez envie d'impulser ? Qu'est-ce qui va pas selon vous ? On avait une commune qui avait la réputation d'être tranquille et qui avait peut-être le défaut de manquer de dynamisme. Alors on avait des installations sportives vieillissantes, on avait un manque de fleurissement, un cadre de vie qui n'était pas suffisamment travaillé, on avait pas beaucoup d'informations sur la vie municipale. On avait envie de développer ces axes-là, d'apporter à la commune un nouvel élan, mais ce qui est logique quand il y a eu un maire qui a été élu comme François Pantalacci pendant 26 ans, ensuite avec une transition par Charles Rodolphe pour les dernières années du mandat jusqu'en 2008, il y a forcément des routines qui s'installent, mais eux-mêmes avaient donné un nouvel élan à l'époque, donc il est logique que ce besoin se fasse sentir, et je pense que les autres listes avaient aussi cette ambition-là, et effectivement on avait notre regard neuf sur la commune. Il y a eu notamment peut-être le projet le plus symbolique, qui a eu un temps de genèse assez important, c'est le projet de centralité qui va redémarrer là aux abords de l'été et qui consistait à casser un peu cette image de village-rue, vous savez, dans lequel on passe sans s'arrêter, et de déterminer un pôle central d'attractivité commerciale en termes de services. Et ça a été peut-être l'élément numéro un de la réflexion. On voulait faire de la Farlède un endroit où l'on s'arrête et où l'on constate qu'on y vit bien. C'est une commune très jolie, avec des coins à préserver. Ça aussi, c'est une des marques de fabrique de ce mandat-là, la préservation environnementale et patrimoniale. Et on avait cette ambition-là et cette frustration que la Farlède n'était pas suffisamment reconnue. On parlait des préjugés plutôt, et selon vous, quels sont les préjugés qui demeurent sur la Farlède ? Qu'est-ce qui nous colle à la peau ? Alors certains emploient un mot qui ressort depuis 40 ans, une ville dortoir. Pourquoi ? Parce qu'on est une ville qui est en périphérie d'une métropole et qu'effectivement certains viennent y habiter parce que la ville est déjà entre ces murs bien remplis, bien occupés, qu'il est difficile de s'y loger, donc on vient petit à petit se loger en périphérie. Aujourd'hui, on n'est même plus là, puisque pour se loger, vu les prix du mètre carré dans notre commune et aux alentours, les gens vont bien plus loin. Donc dire qu'une ville est dortoir, c'est quand on a envie de la critiquer, de dire que finalement les gens n'y font rien, ils ne vont pas dans les commerces, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de vie sociale. Bon, c'est totalement faux. Évidemment, on ne pourra jamais être un centre-ville d'une ville de 50 000 habitants, par définition, c'est bien logique. En revanche, il y a une vie des commerces, il y a une vie associative qui est très dynamique, avec des gens et des bénévoles qui sont particulièrement dévoués et dont il faut souligner les travails. On n'est pas une ville dortoir dans les faits. Donc quand c'est dit dans le discours, c'est dit souvent pour essayer de blesser, mais non, ce n'est pas vrai. Si on a envie de s'investir à la Farlède, que ce soit dans le commerce, pour une entreprise, pour une association, ou si on a envie d'y faire une belle scolarité, on peut le faire. Oui. Voilà. Moi, monsieur le maire, j'aurais pensé au centre pénitentiaire. Oui. Je me demande quelle place ça tient aussi dans votre image, dans votre politique en local. Est-ce que c'est important d'avoir sur son territoire un centre pénitentiaire, une prison ? Alors par définition, c'est pas un élu local qui a demandé l'implantation d'une prison. Là, c'est l'État qui choisit un site idoine. À l'époque, la prison Saint-Roch à Toulon était forcément
désuète, obsolète, il a fallu la remplacer avantageusement. Il a été chercher un foncier dans une localité voisine, puisque là encore une fois, dans la grande ville, c'est difficile de trouver du foncier disponible. C'est tombé sur la Farled. Le maire de l'époque, François Pantalacci, s'y était opposé de façon plus ou moins posturale, on va dire, en sachant très bien qu'il ne pourrait pas empêcher la chose. Et cette prison, quelle influence elle a? Je dirais qu'elle a plutôt, malheureusement, un impact péjoratif. Je dis malheureusement parce que c'est une nécessité, une installation comme une prison. On sait même qu'il manque beaucoup de places de prison pour permettre à nos institutions de bien fonctionner, la justice notamment, la police, qui a la frustration d'être confrontée au manque de places et de ne pas pouvoir souvent programmer des peines de façon la plus idoine possible. Donc cette prison, elle est nécessaire, mais elle est nécessaire pour le territoire. Elle n'est pas nécessaire pour la commune. Oui. Donc on a un rôle plus de solidarité en étant l'hôte du centre pénitentiaire qu'un intérêt local. Après, du point de vue fiscal, il n'y a aucun intérêt. Du point de vue des logements sociaux, ce n'est pas compté. C'est une de mes demandes d'ailleurs, que les cellules de prison comptent comme des places de logements sociaux par rapport à la loi SRU. Je trouve que ça serait logique. Et ça a un effet délétère sur l'image de la ville parce qu'on parle de la prison de la Farled. Oui. On ne parle pas de la prison de l'Ouest Barrois, on ne parle pas de la prison de l'agglomération ou de la métropole ou de Toulon. On parle de la prison de la Farled. Et ça, forcément, là, au niveau national, quand on entend la Farled, c'est 99 fois sur 100 lié au centre pénitentiaire. Oui, c'est ça. On dit même la Farled pour dire la prison. Oui, comme si c'était qu'une prison. Ouais. Je pense notamment à la commune de Pierrefeu, qui a un hôpital psychiatrique. Exactement. On a tendance à dire Pierrefeu pour dire... Même chose, un très beau village qui mérite d'être connu et qui, dans le discours, est souvent connu comme effectivement l'endroit où on vous envoie si vous avez des problèmes psychiatriques. Bon, ça fait partie là aussi des préjugés contre lesquels il faut lutter par le travail. C'est un travail de très longue haleine. Après, du point de vue du fonctionnement, du point de vue géographique, la prison est éloignée du centre. Elle est aussi près de l'Accro finalement que de la Farled. Ce qui se passe à l'intérieur des murs, heureusement, est géré à l'intérieur des murs. Il pourrait toujours y avoir un épisode inquiétant, une évasion. Et là, effectivement, c'est la commune la plus proche qui se retrouve inquiétée, même si les choses ne sont pas aussi simples que ça. Mais en dehors de quelques riverains qui ont la malchance d'avoir été finalement en bordure de ce centre pénitentiaire et de voir de temps en temps quelques jets de projectiles ou quelques bruits dans les cours ou dans les cellules, cette prison n'a pas d'effet sur la ville de la Farled. Ni sur la sécurité, ce qu'on pourrait imaginer. Et au contraire, elle nous a même donné l'avantage d'avoir une gendarmerie qui s'est justifiée avec ce centre pénitentiaire, parce que la gendarmerie est concernée à plus de 50% de son activité par des actes qui concernent le centre pénitentiaire. Donc du coup, on a récupéré cette gendarmerie, la présence des gendarmes qui sont très appréciés, et ça a plutôt un effet positif de ce point de vue-là. Ouais, je comprends. Donc 2008, vous rentrez, vous êtes adjoint au maire. Oui. Premier mandat. 2014, c'est 2014, réélection de Raymond Abrine, où effectivement là, je poursuis mes mandats. J'ai aussi une activité au niveau intercommunal avec lui à la communauté de communes de la vallée du Gapot. Et écoutez, on met en place notre programme, nos projets. Le binôme aussi, vous êtes très proche. Effectivement, je suis très proche de Raymond Abrine. On a eu la chance d'avoir Jacques Astier au premier mandat, qui était un Farlédois bien connu, qui connaissait bien le terroir, les administrés, et qui malheureusement est décédé à la fin du premier mandat. Donc ça a été très dur de repartir sans lui, parce que voilà, c'est une racine qui était coupée. Oui. Et un peu comme pour mon père, il a fallu faire sans lui, et ça a été compliqué. Ouais. Ok, bon, ça a sûrement aussi ressoudé le binôme. Je vous dis ça parce que arrive l'élection de 2020, Raymond Abrine est réélu, et il tombe malade et il décide donc de démissionner. Et c'est vrai que la presse dit que vous avez été un peu désigné comme le dauphin. On n'a pas dit comme un successeur, on a vraiment utilisé le mot dauphin dans la presse. C'est lui qui a employé ce mot. Donc du coup, la presse l'a relayé, effectivement, fidèlement à ce qui a été dit. Ce qui a été moins dit, c'est que moi j'ai pris la parole après son discours initial au moment de la réélection de 2020, qui est une élection qui nous a laissé un goût amer parce qu'il n'y avait pas d'adversaire, parce qu'il y avait le Covid. Oui. Donc on n'avait pas le goût de la victoire. On a besoin souvent de s'unir dans l'adversité aussi. Donc là, dans l'équipe, il y a eu des soubresauts.
issu à la fois de ce contexte et du fait que Raymond Abrine a été démissionnaire par la suite. Et lorsqu'il dit dans son discours d'installation en mai 2020 qu'il voudrait que je sois son dauphin, c'est effectivement un propos qui a été utilisé de façon opportune par des gens qui pensaient à une fin malveillante. Je vous assure que Raymond Abrine, avant de démissionner, il lui a fallu beaucoup de temps parce qu'il n'avait pas envie de lâcher son mandat. Il a fallu vraiment qu'il soit atteint dans sa chair pour devoir renoncer. Et moi, personnellement, je n'avais pas non plus le contexte de vie qui me permettait d'être maire. Sinon, je me serais présenté en 2020. J'avais un enfant qui avait à ce moment-là 4 ans. J'étais pas du tout prêt dans mon contexte personnel à consacrer tout ce temps-là à la mairie. Il a fallu que je me pose la question à ce moment-là si je me présentais ou pas. Ça m'a travaillé pendant de nombreuses semaines. Et ce sont les élus du conseil municipal qui sont pour beaucoup venus me chercher en me demandant d'y aller. Et c'est ça qui m'a fait basculer. Voilà. Et d'ailleurs, ça s'est ressenti au niveau du résultat des votes, puisqu'il n'y a pas eu de combat. C'était 26 voix à 3, plus les 2 suppléants. On a bien vu que j'avais le soutien total du conseil municipal. Et à ce moment-là, vous vous sentez effectivement investi d'une mission et vous mettez le bleu de travail. Et vous faites de votre mieux pour mener à bien le programme. Après, il y a des éléments nouveaux qui arrivent comme dans tout mandat et qu'on essaye d'intégrer dans un contexte très difficile du point de vue écologique, climatique, du point de vue économique, du point de vue sociétal et social. On a une époque où on a beaucoup de combats à mener avec des armes qui ne sont pas toujours à la hauteur, avec un statut qui est très dégradé dans l'esprit d'une part de la population, une partie de la population. Oui, je pense qu'une partie de la population, ça se voit dans le pourcentage d'abstention aux élections, n'a plus confiance dans la classe politique. Je pense que pour une très grande majorité des élus, c'est très injuste, de par les sacrifices en termes d'investissement temporel, de travail, et de par leur éthique qui, je vous dis, pour l'immense majorité est irréprochable. C'est très injuste. Ouais. C'est très frustrant aussi de voir que les gens ne vous reconnaissent pas dans votre travail, parce que c'est ça qui vous paye quand on est un petit élu local, c'est le sentiment effectivement de satisfaire la population et de voir la reconnaissance du travail. Donc quand il y a des gens qui ne se déplacent même pas pour voter, là je vous avoue que c'est effectivement assez vexant. Je ne vois pas d'autre réponse à apporter que celle de travailler, de montrer effectivement une certaine exemplarité, là encore en toute modestie, parce qu'on peut faire des erreurs, mais je ne vois pas d'autre réponse à apporter de le dire. Moi, ma ligne de conduite avec mon équipe, et ça c'est une chose très importante, d'être sur la même longueur d'onde avec ses élus, parce qu'on ne peut pas décider seul et on ne peut pas avoir de légitimité tout seul, c'est de viser l'intérêt général. Ouais. Et d'affronter le mécontentement privé. C'est souvent déplaisant, bien sûr, mais on ne peut pas faire autrement. Parce que quand on donne satisfaction à l'intérêt privé, on va forcément générer des effets néfastes sur l'intérêt général. Ok, donc la ligne de conduite. Ça, c'est irréprochable. La ligne de conduite, c'est l'intérêt général. Ouais. En 2021, début 2021, oui. vous prenez l'habit du maire. Oui. C'est un truc que vous aviez imaginé ou ça vous tombe un peu dessus? Honnêtement, je me suis toujours dit que ce n'était pas le moment de se poser la question. C'était trop tôt. C'était beaucoup trop tôt. Voilà, moi j'ai toujours soutenu mon maire. Je ne me posais même pas la question de savoir à quel moment il faudrait se poser la question. Je savais que je ferais partie des gens qui pourraient avoir une certaine légitimité de par leur ancienneté sur des postes d'adjoints, qui mettent quand même le pied à l'étrier, qui permettent de dégrossir l'ensemble des connaissances qu'il faut avoir sur la vie municipale. Moi, je me demande comment font les maires qui arrivent de l'extérieur, qui n'ont jamais eu d'expérience municipale et qui doivent du jour au lendemain administrer leur ville, qui découvrent ce qu'est le personnel communal avec le statut de fonctionnaire territorial, qui découvrent ce qu'est finalement la vie quotidienne d'un élu avec son agenda chargé, avec ses sollicitations, avec les remarques de nombreux administrés. Ça doit être quand même très délicat. Alors bien souvent, il y a un directeur de cabinet qui permet de faire un premier filtre, mais malgré tout, je pense que c'est une
c'est un moment qui doit être très difficile et qui peut générer bien sûr quelques faux pas, et je trouve que c'est précieux d'avoir une expérience antérieure. Bon, vous y allez, en tout cas, Oui. vous acceptez la mission qui vous est proposée. Je parlais donc de ce dauphin parce qu'il y a comme une filiation, quelque chose de filial entre Raymond et vous. Quand vous travaillez pendant plus de 12 ans côte à côte, que vous avez partagé les bons et les mauvais moments, que vous avez vécu des campagnes électorales, des conseils municipaux avec une opposition, que vous avez toujours fait front, forcément, ça donne une proximité, une confiance légitime, réciproque. Et donc, à la fois, vous êtes dans son héritage, on le suppose, puisque vous avez une grande proximité, et en même temps, on a le sentiment que vous voulez apporter quelque chose, effectivement, un regard plus jeune, notamment sur l'écologie, vous en parlez beaucoup, l'environnement, le centre de tri, la zone naturelle, c'est des choses... ça, c'est votre patte, c'est votre marque à vous? C'est vrai que j'avais beaucoup insisté en 2020 pour être l'adjoint à l'environnement, parce qu'on a clairement marqué un tournant à la fin des années 2010 sur le fait de ne pas avoir assez tenu compte de notre environnement local, bien sûr, puisqu'on est élus locaux, et puis d'un point de vue général planétaire, mais là on ne peut pas y faire grand-chose. Donc nous on va œuvrer sur le côté local, et il y avait tout un tas de choses effectivement à développer. Et c'est un tournant, ce volet environnemental qui est devenu transversal dans le mandat, du point de vue politique, mais aussi du point de vue du fonctionnement des services. On a même créé d'ailleurs un service environnement qui nous permet d'être omniprésent sur tous les volets de la politique municipale. Voilà. Vous allez où maintenant alors? Est-ce que vous inscrivez dans le temps long? Alors, je l'ai déjà déclaré lors d'une interview précédente. Moi, je m'inscris jusqu'à la fin du mandat parce que j'ai un programme à mener à bien. Il y a des projets qui sont pour l'instant bien engagés. Il y a la construction du groupe scolaire qui est un projet capital pour une commune, avec plus de 10 millions d'euros d'investissement, 15 classes, qui a démarré. On a le projet de centralité pour lequel on a eu beaucoup d'obstacles à franchir, qui a repris vie et qui va redémarrer, je vous le disais, à l'horizon de l'été 2024. Et puis on a cette zone nature qui a été l'objet d'une décision politique majeure, c'est-à-dire renoncer à un écoquartier de 500 logements, parce que l'OAP et le permis d'aménager n'étaient pas signés. On a pu faire marche arrière, contrairement à d'autres secteurs où les choses étaient déjà engagées, et que j'assume pleinement. Je veux dire, lorsqu'il y a des logements sociaux qui sont construits à la Guibode sous le gymnase, eh bien, je les assume dans le sens où on va amener les équipements publics qu'il faut pour accompagner en termes de stationnement, d'espaces verts. On va travailler sur les attributions pour que les Far-les-Dois et les gens qui ont un lien avec ce territoire soient prioritaires. On ne va pas renier ces projets-là. Il faut du logement social, il faut du logement aussi. Mais par contre, on a envie de placer le curseur à un endroit différent, en prenant aussi soin de notre environnement, en développant les équipements publics, qu'ils soient bâtis ou qu'ils soient naturels. Voilà. La zone nature, ça c'est votre grand projet? Oui, c'est un projet qui s'est inspiré du plan de la Garde, qui a été finalement une belle découverte, qui a bien sûr une notoriété qu'on ne va pas concurrencer, mais on a un cône de vue qui est magnifique au pied du Coudon. On a aussi l'envie de relancer l'agriculture. On a utilisé des terrains qui avaient été acquis pour construire cet écoquartier pour la relance agricole. Donc on a installé des jeunes agriculteurs avec des loyers modestes qui leur permet de démarrer leur activité, et ça aussi c'est une belle aventure. Donc on aura dans cette zone nature à la fois un lieu d'agrément, de promenade, de loisirs pour les jeunes avec du pump track, de l'acrobranche, et puis c'est ce volet agricole qui sera visible par tous et qui permettra d'aller du complexe sportif, qui est un beau site de la Farlette, jusqu'à l'Oliveraie Royal des Laures et le Piémont du Coudon, qui sont des endroits presque paradisiaques. Voilà. Vous avez toujours votre maman qui regarde ce que vous faites de près, je suppose. Oui. Bon, à son grand désarroi, j'avais accepté de me présenter effectivement en 2021. Mais si mon père avait été en vie, il m'aurait probablement encouragé également à ne pas y aller. Mais depuis, par contre, bien heureusement qu'elle est là, parce que journellement, elle me permet d'assumer ma tâche en m'accompagnant dans l'éducation de mon fils. Parfois, je ne rentre pas à l'heure prévue. Elle est là, je sais que je peux compter sur elle, et ça me permet de me donner sans arrière-pensée pleinement à mon mandat. Donc heureusement qu'elle est là, effectivement. Heureusement qu'elle est là, et ça aussi c'est un indicateur important. Il
il y aura des scrutins peut-être un jour, mais d'avoir son vote à elle, sa vision à elle, c'est important. Ben, j'espère qu'elle votera pour moi, mais j'en suis pas sûr. Hein, parce que peut-être qu'elle se dit qu'il faudrait que je sois encore plus présent pour mon fils, et pour elle aussi. Moi, j'ai envie de les voir le plus souvent possible, et je fais tout ce que je peux pour que ce soit le cas. Mais oui, je vous rassure, voilà, on partage souvent effectivement les actualités de la vie municipale, et bien sûr qu'elle me suit pleinement dans ma démarche et dans ma volonté de faire progresser notre village. Oui. Au service de la Farlède. Au service de la Farlède, des administrés, du territoire. Oui. Ouais, c'était votre destin. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a été forcé, s'il a été finalement naturel, je ne le sais pas. Voilà. Je ne m'en préoccupe pas. Ce que j'essaie de faire, c'est de donner à ce mandat l'image d'une équipe qui travaille dans l'intérêt de la vie des administrés et qui aura fait de belles réalisations. Merci, monsieur le maire. Avec plaisir.